Bonjour à tous. Une annonce qui aurait pu provoquer la joie dans le rang des médias béninois, mais tellement il y a longtemps que c'est arrivé qu'elle est passée comme dans l'indifférence ou tout au moins dans le scepticisme général. Les organes de presse veulent voir avant d'y croire, à l'aide de l'État à la presse, annoncée par le président de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous ferons le débat à ce sujet pour évaluer l'état actuel des médias et ce que cette aide pourrait leur apporter. Nos débats, c'est dans une heure de temps environ. Pour ce mois de mars, la rubrique santé va s'intéresser aux femmes. Nous sommes au mois de mars en effet. Et pour ouvrir justement le mois, Esther Tofa va nous proposer des astuces pour garder sa peau noire très fraîche et l'entretenir de façon à attirer les regards. Le secret d'une peau noire, c'est tout à l'heure donc avec Esther Tofa. Les quotidiens ce matin sont rares comme les mardis matin et l'actualité est assez pauvre. Néanmoins, quelques sujets traînent depuis à la une des quotidiens. Je vous propose qu'on les découvre dans un instant. Voici donc la une des journaux de ce matin. Et nous sommes donc au premier rendez-vous de votre matinale, notamment pour sa deuxième partie, puisque l'émission a commencé depuis 6h30, vous le savez très bien. Et pour la une des journaux, on va ouvrir avec Fraternité ce matin, qui s'intéresse un peu à un drame qui a frappé le Bénin, notamment ce week-end, incendie suite à la collision entre deux camions sur l'axe Poubet-Kétou, le paillon et l'incivisme des bourreaux des populations. 6 morts enregistrés, 3 camions calcinés et une route en partie dégradée. Polémique au sujet de la décapitation du roi à Gadja, 1711-1740, du Dahomey à Lata. Les preuves scientifiques closent le débat. Un essai de l'historien Atu Vido à lire dans les colonnes du journal. Développement du tourisme au Bénin, une contribution de 13,4% au PIB attendue d'ici 2030. Voix de femme entre tradition et modernité. Anna Mala à cœur ouvert, notamment à la page 9 de la production de Fraternité ce mardi matin. Palmarès, audit du fichier électoral, les experts s'entendent sur une feuille de route. Et puis l'informateur, polémique autour d'un probable troisième mandat pour Patrice Talon. La mouvance accuse l'opposition. Matin libre. Kétou, un individu détenteur de 8 pistolets artisanaux, a été interpellé. Et puis, quotidien à Sierra, hommage à l'ancien chef de l'État, le journal a oublié chef, Boni Yahi, un homme de l'histoire, chantre de la paix. Dabarou pour continuer, Kalale, quand le dynamisme du maire Bani Chabi dérange les conseillers du bloc républicain. Et puis, Brice Oligui Nguema annonce sa candidature. Là, nous sommes en interactualité précisément concernant les infos provenant du Gabon. La boussole fraude monétaire, près de 3 millions de francs CFA de faux billets saisis à Kétou. Décryptage info, indice de la démocratie en Afrique 2024. Le Bénin gagne 4 places dans un classement marqué par l'autoritarisme. Le régime hybride du Bénin en progrès malgré la stagnation de l'Afrique subsaharienne. La nation Zulkiful Salami à propos des logements sociaux. Rouedo est l'illustration éloquente du mandat social de Patrice Talon. Découverte macabre derrière la morgue du CNH de Cotonou. Le chasseur d'info nous apprend qu'on a eu 4 corps d'enfants décapités retrouvés. Et puis l'investigateur, pour continuer, actualité top 15 des présidents africains au règne les plus longs. Autre actualité qui pourrait vous intéresser dans la colonne de l'investigateur ce matin. Bénin, il oublie son téléphone sur un lieu de cambriolage à Boycon et se fait rattraper. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Incendie suite
à la collision entre deux camions sur l'axe Poubek-Itou, le Payor et le civisme des bourreaux des populations. 6 morts enregistrés, 3 camions calcinés et une route en partie dégradée. Polémique au sujet de la décapitation du roi Gadja 1711-1740 du Dahomey à Alada. Les preuves scientifiques closent le débat. Un essai de l'historien Arthur Bido dans les détails, les précisions à découvrir dans les colonnes du quotidien. Développement du tourisme au Bénin, une contribution de 13,4% au PIB attendu d'ici 2030. Voix de femme entre tradition et modernité. Vous avez à lire justement Anna Mala qui est restée à cœur ouvert avec fraternité pour son numéro de ce mardi 4 mars 2025. C'est donc la une des journaux de ce matin. Voici maintenant notre acte 2 de cette partie de votre matinale, le bulletin d'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Il y a que Conrad Gbagi dépose ses marques au niveau du Conseil économique et social. Première cérémonie des couleurs du nouveau président de l'institution. Nouvel accord sur les principes cardinaux de collaboration avec son personnel. C'est le clou de son adresse hier à ses collaborateurs. Vous en aurez un extrait. Ramadan et cherté des denrées alimentaires, c'est deux choses qui vont de pair. C'est le serpent de mer qui refait surface, en tout cas chaque année. À peine 3 jours que les fidèles musulmans ont commencé à sacrifier à ce pilier de l'islam, que les marchés vont déjà à ce rythme-là, notamment les produits vivriers. Nous serons à Bégamé et à Zongo, dans la ville de Cotonou, pour découvrir un peu le nouveau visage des prix des denrées alimentaires. Voici le bulletin. Premier mot en tant que président nouvellement élu à la tête de cette institution-là. Il s'agit notamment du Conseil économique et social. Et je vous parle là de Conrad Gbagi. L'environnement professionnel, dit-il, doit être le reflet de l'image du Conseil économique et social et par conséquent impacter l'efficacité du personnel. Oui, Tanguy, c'est en gros le premier mot du Conrad Gbagi, président du Conseil économique et social. Il a saisi l'occasion de la première cérémonie des couleurs ce lundi matin pour poser les préalables au bon fonctionnement du Conseil économique et social. Virgile Larodéon et Jocelyn Barriga. Pour faire un travail bien, il faut qu'on soit dans un environnement sain. Et l'environnement sain, selon Conrad Gbagi, est celui dans lequel vous avez un bureau bien propre, où les meubles ne sont pas disposés de façon anarchique, avec des archives encombrantes. Au détour de la première cérémonie des couleurs après son installation, le président du Conseil économique et social pose ainsi l'un des préalables au bon fonctionnement de l'institution. J'aimerais vraiment, avant tout pour votre bien, mais également pour l'image de notre institution, que dès ce matin, que le nécessaire soit fait. Donc j'instruis le secrétaire général pour qu'il puisse voir dans quelle mesure une personne sera chargée de coordonner cette activité-là rapidement pour que demain, si je repasse dans les bureaux, que les papiers qui sont hauts de 3 mètres, sous prétexte que c'est de l'archive, que ça puisse fondre. Parce que ce n'est pas toujours de l'archive. Donc il faudrait faire le travail là-dessus. Par ailleurs, le président du Conseil économique et social a fait part de la conception assez rigide qu'il a de la notion de présence au poste les jours ouvrés, notion avec laquelle il n'entend pas transiger au cours de son mandat. C'est comme ça, normalement, on est payé pour travailler, donc il faut être là. Donc toute absence qui n'est pas signalée ou validée va être un petit souci pour nous, sachez-le. Passez le message à ceux qui ne sont pas là parce que vous êtes là. Ça veut dire que potentiellement, vous serez là. Donc on va faire en sorte que les absences ne soient pas comme ça délibérées. Sinon, on ne pourra pas travailler. Si je veux collaborer avec quelqu'un, j'appelle, la personne n'est pas là, ben, je suis bloqué. Donc non seulement la personne ne fera pas ce pourquoi elle doit être là, mais l'autre qui doit travailler avec elle sera également handicapé. Le personnel du Conseil économique et social est donc prévenu. Les règles ainsi édictées entrent en vigueur dès ce lundi. Conrad Gbagi a aussi échangé avec les responsables à la sécurité du CES en ce qui concerne la réorganisation et l'utilisation optimale de l'espace interne de l'institution.
Religion et privation avec le jeûne musulman qui a démarré depuis le week-end écoulé. Les fidèles d'Allah le poursuivent non sans difficulté en raison de la flambée des prix de certains produits nécessaires à l'observance du jeûne du mois de Ramadan. Une équipe de notre rédaction a rencontré quelques fidèles dans les marchés de Cotonou en pleine appréciation des produits de grande consommation. Esther Tofa. Voici les hommes et des femmes qui auront la lourde mission de conduire les destinées de la mutuelle de santé à la fière de Tanguétaville. Au nombre de 12 membres, dont 9 du conseil d'administration et 3 du comité de contrôle, ils ont été... Le jeûne musulman a démarré depuis quelques jours. En témoigne la valse des voiles observée au marché de Bigamé. Comme tous les ans, le marché connaît une animation qui prête au contexte. C'est le temps des provisions pour parer aux nécessités de la période. Il faut d'abord préparer la nourriture à manger pendant les 30 jours pour la famille et pour les amis. Tu dois garantir l'argent pour acheter les fruits. Tu dois garantir l'argent pour préparer à manger aux pauvres. Parce que ce mois, c'est un mois de bénédiction. Donc il faut chercher cette ferveur divine-là. Donc on est en train de se préparer. Donc je suis venu chercher la viande pour que la femme puisse préparer, pour qu'à 5 heures, on puisse être au beau-fils pour préparer la fête avec joie et allégresse. Oui, j'ai été marcher, j'ai payé les couscous, j'ai payé les macaronis, j'ai payé les laits. On sent dans la plupart des marchés Ramadan planer dans l'air. La consommation des denrées alimentaires qui augmente substantiellement le long de la période chaque année est une aubaine commerciale. Elle l'est un peu moins cette fois-ci, à cause, selon les usagers, de la morosité ambiante, doublée de la hausse des prix de quelques denrées. Normalement, tu ne vas pas avoir place pour rentrer avant. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est un peu calme. Il n'y a pas le marché du tout. Aujourd'hui, les marchés, c'était un peu difficile. Donc, tout le monde ne veut pas faire comme moi. Je suis que ce n'est pas tout le monde qui a des capacités d'acheter. Ils rentrent dans le marché. Effectivement, le temps est cher, mais ils font du mieux qu'ils peuvent et payent. Dieu les aidera et chacun d'entre nous aura sa part dans ce carême. Il n'y a guère encore péril à la demeure. Ramadan s'étale sur un mois et vient à peine de commencer. Les jours à venir, selon, on l'espère, l'occasion de perspectives bien alléchantes. Au cours de ce mois de jeûne, les fidèles, notamment ceux en bonne santé, ne doivent ni manger ni boire, ni avoir de rapport sexuel de l'aube au coucher du soleil. Au-delà, quelles sont les autres recommandations à suivre au cours de ce mois de charité pour ces fidèles? En voici quelques-unes. Il faut savoir, les jeûneurs, que l'invocation du jeûneur, de celui qui jeûne à la rupture du jeûne, au moment où il veut rompre son jeûne, son invocation est toujours exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin d'aller consulter un marabout pour invoquer ou bien non. Allah offre cette occasion, cette faveur à tout jeûneur. Lors de la rupture le 19h, certains sont tellement pressés, comme ils sont restés durant toute la journée affamés, sans manger. Donc dès qu'ils sont 19h, sans attendre quelques minutes, ou donc ces moments précis-là, Allah écoute. L'invocation, c'est sans barrière. Ça remonte vers Allah automatiquement et directement. Donc nous invitons les jeunes à profiter, à saisir ces occasions, à dresser les doléances, les demandes, les manquements, ce qui les manque, les soucis. C'est le moment plus que jamais de les adresser, de les soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rompre le jeûne. Il y a des invocations spécifiques où le prophète nous a appris, par exemple, comme mais en dehors de ça, nous-mêmes on a des besoins personnels. C'est le moment de les dire à Allah. Donc voilà quelques mérites de ceci. Et le jour de la respiration, il y a des portes qui sont exclusivement réservées aux jeûneurs, appelant les portes de rafraîchissement. C'est réservé seulement aux jeûneurs. Maintenant, comme avantage sur le plan spirituel, ça entraîne l'objectif, c'est-à-dire ça entraîne l'homme à l'endurance. Le jeûneur, vous voyez, ce n'est pas facile. Si vous n'êtes pas patient, endurant, ça même inculque l'autodiscipline. Et si ce n'est pas pour Allah, là, restez toute la journée, vous avez soif. Je ne sais même pas celui-là qui peut nous empêcher de boire de l'eau, sinon pas. Donc,
ça met en nous, sur le plan spirituel, la crainte de Dieu, l'autodiscipline. Maintenant, sur le plan social, le jeune maintenant habitue la communauté à l'organisation, à l'union. Voilà comment le soir, la rupture, comment, comme pauvres ou riches, nous partageons les repas, les iftar ou soit, comment l'ambiance reste, comment les mosquées sont pleines. Et ça inclut également en nous l'amour de l'égalité et de la justice. Vous voyez, ça évite aussi, pour nous les jeunes aussi, la corruption et les vices et les maux. Vous comprenez? Un jeune, vous voyez, autour de lui, et fait la paix parce qu'il est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. N'attendez pas que vous ayez beaucoup d'abord, que vous soyez riche d'abord. Autour de vous, même si c'est 25 ans, vous avez donné 10 francs dedans. Partagez. Que celui qui sent un pauvre, une personne vulnérable à côté de vous, qui sente vraiment que nous sommes vraiment dans un mois béni, le mois de Ramadan. Nos querelles, nous devons taire les conflits, les différends. D'abord, on ne jeûne pas le mois de Ramadan en ayant son semblable ou bien son camarade, son frère. Non, non. En ayant de rancœur envers lui. Non. Ce jeûne du mois de Ramadan est-il imposé à tous les fidèles musulmans? Nous avons posé la question à l'imam Shakiro à Mousson suivi. Par exemple, je prends le cas des femmes, par exemple, celles qui sont en menstrues ou en lochi. Celles-là sont dispensées de jeûner, mais elles rattrapent après le mois béni de Ramadan. Maintenant, celles qui allaitent ou une femme enceinte, celles qui allaitent, si elles craignent pour leur propre santé, dans ces cas, elles ne jeûnent pas. Peut-être ça peut porter atteinte à leur propre santé, ça peut nuire à leur propre personne, que ce soit la femme enceinte, que ce soit celle qui allait, elle ne jeûne pas. Mais elle rembourse après le mois béni de Ramadan. Maintenant, celles qui sont enceintes ou celles qui allaitent, elles craignent pour les bébés, pour celles qui sont enceintes, pour qu'elles ne fassent pas fausse couche, ou bien que les laits maternels tarissent celles qui allaitent. Non seulement dans ces cas, elle rembourse le jeûne après le mois béni de Ramadan, mais elle fait une compensation, al-fidya. Une compensation, elle nourrit une personne chaque jour, vous comprenez, du jeûne, comme les règles de compensation en islam. Maintenant, un malade, quelqu'un qui est malade, vous voyez, dont on espère la guérison également, et que le jeûne, où les médecins nous confirment que le jeûne pourrait porter aussi atteinte à sa santé, pourrait nuire à sa santé, cette personne peut laisser le jeûne et après, il compense, il rembourse le jeûne. Un vieillard également. Personne de 3, un vieillard de 70 ans, 73 ans n'est pas en mesure même de jeûner, il compense, il nourrit un jeûne chaque jour, de quoi rompre le jeûne et de quoi prendre pour le sakour, pour jeûner également. Donc voilà les personnes qui sont dans ces cas où on ne peut pas, même le voyageur également, celui qui voyage sur une longue distance, sur une longue distance, et que le jeûne constituerait par exemple comme une difficulté pour lui, il peut laisser le jeûne. Il est dispensé, il peut laisser le jeûne et après le mois béni de Ramadan, il compense. Et pour finir cette session d'information, retenez que les populations de Tangueta disposent désormais d'une mutuelle de santé formelle. Elle est le fruit de la volonté de Louvain Corporation à travers son mouvement mutualiste impactant et résilient dans l'Atakora. La mutuelle a été portée sur les fonds baptismaux en fin de semaine écoulée à la faveur d'une assemblée générale constitutive sanctionnée par l'élection de 12 membres du conseil d'administration et du corps de contrôle. Reportage. Voici les hommes et les femmes qui auront la lourde mission de conduire les destinées de la mutuelle de santé à l'Afia de Tangueta-Ville. Au nombre de 12 membres, dont 9 du conseil d'administration et 3 du comité de contrôle, ils ont été désignés par leur père à la faveur de ces assises impulsées par Louvain Coopération. Cette nouvelle mutuelle s'inscrit dans une vision de solidarité et l'inclusion offrant aux populations une couverture sanitaire adaptée et accessible à tous.
elle bénéficie du soutien de l'Union des mutuelles sociales de la Panyari. La mutuelle de santé Alafia de Tangueta est née de la volonté de l'Ouvin Coopération d'atteindre un plus grand nombre de populations bénéficiant d'une couverture sanitaire de qualité dans l'Atakora. C'est donc fidèle à cette vocation qu'il a soumis et obtenu un financement de la fondation suisse dénommée IF, qui a abouti au projet de renforcement de l'inclusion sociale et économique pour un mouvement mutualiste impactant et résilient dans l'Atakora. L'un des objectifs du projet est d'étendre la couverture géographique du mouvement mutualiste vers d'autres zones. Pour ce faire, fort de son expérience en matière de mise en place d'une mutuelle de santé, L'Ouvin Coopération a réalisé une étude de faisabilité qui a confirmé la pertinence d'implanter une mutuelle de santé dans la ville de Tangueta. Vous êtes convaincus qu'il fallait être là ce matin pour apporter votre contribution, votre témoignage, votre âme à cette mutuelle qui en est à poser la toute première pierre d'un édifice dont nous ignorons les dimensions, mais dont nous savons déjà très solide. Pour consolider davantage les bases de cet édifice mutualiste, les autorités à divers niveaux s'engagent à accompagner le mouvement mutualiste tout en exhortant les populations à une adhésion massive. Je reste convaincu, chers mutualistes, que la présente Assemblée générale constitutive aura l'avantage de promouvoir une approche participative et inclusive face aux défis de l'ordre. C'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, Florence, pour la présentation de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Merci. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, vous aurez tout à l'heure un moment de discussion. On va parler de cette promesse du président de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, au sujet de l'aide de l'État à la presse. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années que cela a été suspendu. Quelle est la réception, en tout cas, que les médias ont faite de cette annonce-là, et quelle projection faire autour de cette information? Eh bien, on fera le débat tout à l'heure. Je vous rappelle aussi que nous sommes mardi et que tous les mardis sur Actu Matin, vous le savez déjà, on a un rendez-vous avec la rubrique santé ce matin, premier mardi du mois de mars consacré à la femme et à ses droits. Esther Tofa nous propose quelques secrets pour entretenir notre peau si noire et si belle. Alors, quelles sont les astuces pour y arriver? Gardez vos positions. Voici maintenant les sports. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. Et la planète foot sera encore en fête ce soir. C'est le retour de la Coupe aux grandes oreilles. La Ligue européenne des champions qui aborde dès ce mardi une étape de 8e de finale. Comment l'ambiance reste? 4 matchs à suivre pour le compte de ce mardi soir dans le cadre des 8e de finale. Aller de l'UEFA Champions League, déjà parti de 18h45 minutes, le club Bruges, bien entendu, club qui a pris part les barrages avant de se qualifier pour cette étape, sera face à l'équipe de l'Aston Villa. À 21h, on aura trois différentes rencontres. Le Real de Madrid affronte l'Atlético de Madrid. Au même moment, le PSV Eindhoven va en découdre avec Arsenal, puis Lille va disputer les unités avec le Borussia Dortmund. 4 différentes rencontres pour le compte de ces 8e de finale. Allez, que me voit justement ces 4 différents matchs pour... Mettons que c'est relativement quelques matchs, je ne vais pas dire déséquilibrés. On a quand même Arsenal qui part très favori face justement à son adversaire du jour. On a Aston Villa aussi. En tout cas, les clubs anglais ont quelques chances face à leurs adversaires aujourd'hui. Bon, le match au sommet, ce sera le duel espagnol Real Madrid et Atlético. On verra bien ce que ça va donner parce que les deux Espagnols, clubs espagnols se connaissent très bien. C'est ça. Avec un style assez opposé, hein? Le Real qui est très offensif, Atlético qui est très défensif. On verra bien ce que ça va donner, même si ce n'est pas le clinquant Real qu'on connaît par le passé. C'est ça. On a bien l'impression qu'il y a un coup de malchance qui accompagne en tout cas le groupe de
Carlo Ancelotti cette année. La dernière confrontation entre les deux équipes, c'était un score nul, 2 buts partout. Absolument, ils sont partis dos à dos. On verra si bon au niveau de la compétition européenne, ils vont pouvoir quand même se décider à qui est supérieur entre les deux. C'est ça, prenez les différents rendez-vous. 4 matchs à suivre à 18h45, Club Brugge, Aston Villa, 21h, Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, Arsenal, puis Lille, Borussia Dortmund. Tanguy, proximité oblige. L'actualité sportive, c'est aussi au plan national et on s'intéresse d'abord aux dames footballeuses. La sélection cadette du Bénin a entamé hier lundi son dernier stage de préparation en prélude au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans prévu se tenir au Maroc cette année. Comme annoncé, les Amazones U17 du Bénin ont amorcé la dernière ligne droite de leur préparation en prélude à cette double confrontation avec la République démocratique du Congo qui est en vue au cours de la journée de ce lundi. Depuis quelques heures, les pouliches de la sélectionneur Ida Azonsou séjournent dans la cité balnéaire du pays, notamment à Grand Popo, où elles auront à procéder au dernier réglage avant de prendre la direction de Lomé, où elles recevront leurs homologues congolais, justement au stade de Kégué. À Lomé, à noter que dans le cadre du match aller, les filles de Ida ont souvent défié la République démocratique du Congo le 9 mars au stade de Kégué à Lomé. Donc dimanche prochain, le week-end prochain, et puis quelques jours plus tard, le 16 mars 2025 à Kinshasa, place sera faite à la manche retour. On va souhaiter bonne chance aux cadettes du Bénin. Et intéressons-nous maintenant au document de la semaine de ce mardi. Et ce 4 mars 2025, on s'intéresse à un sport nautique qui se pratique sur les côtes béninoises depuis quelques années déjà. Mais on a justement un jeune béninois qui a pris à bras le corps cette discipline qui se pratique sur les côtes béninoises depuis environ 3 à 4 ans. Déjà pour sa vulgarisation le long du littoral et pour sa visibilité au Bénin. Il s'agit justement maintenant du surf, comme vous le décriviez déjà, une pratique physique de glisse individuelle sur les vagues déferlantes, candides au bord de l'océan. Vous y êtes déjà essayé une fois? Pas du tout. Gros risque, hein? Bien. C'est ça. Alors, le document de la semaine donc, de ce mardi est intitulé « Le surf au Bénin, une pratique sportive peu connue du public ». Je vous propose qu'on le suive ensemble. Quelque part à la plage Eldorado de Cotonou, un jeune surfeur béninois qui s'adonne à sa passion de tous les jours. Samuel Kpadonou, un jeune de la vingtaine qui a découvert le surf il y a seulement un peu plus de 4 ans sur les côtes béninoises, mais est considéré aujourd'hui comme le premier surfeur béninois. Tout est parti d'une rencontre amicale avec un surfeur belge qui deviendra plus tard son encadreur. Moi, je les regardais chaque fois quand je viens à la plage, ils font du surf et moi je me suis dit, ce truc m'intéresse bien. Il fut un jour, moi je pars dans l'eau et je lui ai dit, apprends-moi à faire du surf. Et il m'a branché à l'un de ses potes et qui m'a appris, qui m'a initié au surf et voilà. Depuis lors, le surf est devenu plus qu'une passion pour le jeune Samuel. Chaque semaine, il se retrouve pratiquement plus de 4 fois, voire même tous les jours, au bord de la mer avec sa planche. Il y va, soit pour s'entraîner ou apprendre à de jeunes passionnés la pratique de cette discipline qui est une partie intégrante de la culture hawaïenne traditionnelle. La pratique du surf n'est pas assez prisée en Afrique, encore moins au Bénin. Mais après s'y avoir mis, il décide d'en faire sa chose. C'était juste une motivation pour la première fois quand j'ai fait du surf. Et le fait de répéter encore, j'ai pris un goût. Au final, c'est devenu ma passion et aujourd'hui, c'est ma vie. Et j'ai eu l'opportunité de voyager pour pouvoir faire mes diplômes d'instructeur et tout, pour avoir aussi l'expérience. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas le développer dans mon pays. Et voilà, je me retrouve ici au Bénin et puis l'objectif est de promouvoir, agrandir cette activité, partager ma passion avec les Béninois. Dans cette ambition de poursuivre sa passion et mieux faire sa promotion au Bénin, il décide de créer la première école de surf au Bénin. Une ambition qui n'a pas du tout pris du temps avant de se réaliser. L'objectif de cette école, c'est de promouvoir, développer le surf ici au Bénin, afin de donner l'opportunité aux jeunes qui sont passionnés au niveau de, surtout côté aquatique,
du coup, il y a plein de jeunes qui contactent pour pouvoir essayer de commencer le surf. Ce matin, nous avons effectué une descente à la plage Eldorado de Cotonou pour assister à une séance d'entraînement de la première école de surf créée au Bénin, Kiano École de surf de Cotonou. Ici, la mer est calme avec de petites vagues adaptées à l'apprentissage des moins aguerris. Pour l'occasion, ils sont 4 à répondre présents à la séance du jour avec aux commandes Samuel Kpadonou. Après quelques minutes d'échauffement et de mise en jambe, les surfeurs prennent la route de la mer. Ils y vont en équipe. Quelques minutes plus tard, chacun est couché sur sa planche et rame vers les vagues. Un exercice qui permet d'y aller en toute quiétude, et ce, dans l'attente d'une glisse idéale pour se mettre à surfer. À l'évidence, c'est un exercice moins aisé pour les pratiquants en mer que sur la plage à l'échauffement. Seulement 2 des 4 présents à la séance du jour réussissent à prendre les vagues même s'ils ne surfent que quelques secondes aux premiers essais. L'exercice qui a été au cœur de ce matin, on a travaillé sur l'équilibre et on a fait quelques exercices sur la plage. Après, on est retrouvé à l'eau. On a essayé de prendre quelques vagues pour travailler là-dessus. C'est un truc de discipline. Quand tu mets de la discipline, le reste, ça va arriver petit à petit. Surtout l'écoute. Il faut faire toujours l'écoute, concentration et le reste, ça vient. Et le travail. Tout comme ce matin, les séances d'entraînement au sein de l'école de surf de Cotonou se déroulent généralement ainsi. Des fois avec plus de jeunes passionnés. Et étant le premier béninois détenteur du diplôme de moniteur de surf délivré par l'International Surfing Association ISA, le jeune Samuel se plaît bien de donner des notions à tous ceux qui manifestent le désir d'apprendre à surfer. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous contactent, ils sont motivés. Quand ils nous voient, même à l'eau, de loin, ils s'approchent pour pouvoir essayer d'apprendre. Et voilà, j'essaie de partager tout le temps ma passion avec eux. On essaie de les apprendre à nager, vu que la majorité ne savent pas nager. On essaie quand même de bien faire les étapes, parce que à la base, il faut savoir nager, c'est très important. Si tu ne sais pas nager, tu ne peux pas faire le surf. Donc... Il faut savoir nager pour faire du surf, mais il faut surtout maîtriser les techniques que régit la discipline et disposer des matériels adaptés avant de se jeter à l'eau. C'est ce qu'essaie d'inculquer au quotidien Samuel à ses élèves au sein de son école de surf. Ce n'est que le début pour le moment, mais on essaie d'agrandir. C'est un peu difficile, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça prend du temps, mais ça va arriver petit à petit. Et l'objectif est, pourquoi pas, bientôt, on va envoyer des jeunes béninois dans les compétitions, parce qu'aujourd'hui, on a l'opportunité que la Confédération du surf africaine a organisé des tournois entre les Africains pour pouvoir les permettre à aller un peu plus loin, parce que déjà, c'est très difficile pour les Africains de trouver des places pour les compétitions à l'extérieur, en Europe ou en Asie ou en Amérique. Et aussi, ça coûte une fortune pour le budget de voyage et tout. Dans son optique de promouvoir la discipline de la glisse au Bénin, il a déjà posé certaines bases. Mais à l'œuvre, il reste confronté à certaines difficultés remarquables relatives à l'acquisition des matériels de travail, dont la planche de surf. Les matériels, ça coûte hyper cher. On les fait ramener. Tous les matériels, ça vient de l'Europe ou bien genre de l'extérieur. Parce qu'on n'a pas les magasins ici pour pouvoir les acheter. Donc c'est un peu compliqué. Le jeune Samuel Kpadonou ambitionne de multiplier les clubs de surf le long du littoral. Il entend aussi lancer, d'ici quelques années, la première association de sport nautique au Bénin. Au-delà de ça, dans un petit coin de sa tête, il y a cette autre ambition qu'est d'aller un jour aux Jeux Olympiques et vivre sa passion comme il l'entend. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir justement du document de la semaine de ce mardi. Tanguy, un nouveau sport qui s'invite dans le paysage sportif béninois. Je constate que le Bénin s'ouvre de plus en plus au sport international et qui ne relève pas forcément de son contexte socio-culturel. On a vu, je crois, des gens jouer au cricket ici. Oui.
On a vu aussi la balle au tambourin, on a vu le golf, pas mal de choses qui se développent, mais avec le surf aussi, on s'imagine que le Bénin va en tout cas être présent dans davantage de disciplines au niveau donc de la scène internationale en matière de compétition sportive. C'est ça. On espère bien que d'ici quelques années, cette discipline puisse mieux se répandre un peu partout autour au Bénin pour mieux révéler le Bénin à l'international. On va s'intéresser maintenant à une autre discipline, prendre rendez-vous pour le mardi prochain pour un nouveau numéro du document de la semaine. La 25e édition des championnats nationaux de Scrabble justement s'est déroulée la semaine écoulée du côté de Ouidah au thème des 4 jours de compétition. On remarque quelques nouveaux visages sur les différents podiums de cette année du 26 février au 1er mars 2025 à Ouidah. Les professionnels du Scrabble béninois venus des différentes régions du pays se sont livrés de rudes parties dans la course au titre dans les 4 différentes catégories en compétition au thème des parties dans les différentes épreuves. Le verdict final déjà de la première épreuve, le Blitz, voit François-Xavier Adjovi venir sur la première marche du podium, suivi de Gerfron Tiakpe deuxième et Julien Afaton sur la troisième marche du podium. Dans l'épreuve du Scrabble classique, Moussa Fils Djibril l'emporte face à Hervé Boni en finale et sort champion 2025, son premier titre d'ailleurs sur cette discipline, et une troisième place pour Nicanor Corvi. Et puis maintenant dans l'épreuve de l'élite duplicate au thème des 5 parties, le champion François-Xavier Adjovi réussit à maintenir sa place pour arracher un nouveau titre. Et enfin dans l'épreuve du défi national, il a fallu environ 10 coups pour départager la concurrence en course, et c'est Nicanor Corvi qui finit un premier de cette épreuve devant Moussa Fils Djibril et Julien Afaton. On va suivre ici quelques Scrabble béninois au thème donc de ces 25e championnats nationaux de la discipline. Et les joueurs entre griffes qui cherchent à renverser font beaucoup d'efforts pour nous effacer. Alors que nous, les anciens, on dit, tant que les neurones sont en place, on ne va pas céder à leur chantage. Donc ici, sur les 4 épreuves, étant dit fils de Ouidah, j'ai pris l'épreuve la plus rapide qui est le Blaze, et l'épreuve phare qui est l'élite duplicate. L'organisation était au rendez-vous, on a mangé à temps, on a débuté les épreuves à temps, on a eu du repos. C'était un peu serré, mais ça s'est bien passé. L'organisation, nickel chrome. Les performances étaient également au rendez-vous et nous laissent espérer que les Champas qui arrivent grandement vont être d'une autre nature pour l'équipe du Bénin qui n'a pas glané une médaille majeure, peut-être l'or. Je pense à l'or surtout quand je dis une médaille majeure. Depuis 2018 ou 2019. 2025, c'est peut-être le retour du Bénin sur la plus grande des scènes, le plus grand podium africain. Et justement, avant d'y aller, qu'en est-il du niveau de ces 25e championnats justement de Scrabble et des satisfactions au cours de la compétition? À ce propos, je vous invite à suivre le président de la Fédération béninoise de Scrabble. L'ouverture de ces championnats, j'avais souhaité qu'on ait de nouveaux champions et qu'on ait des performances meilleures à ce qu'on a d'habitude. Et je crois que de ce côté-là, je suis quand même comblé parce que nous avons pour l'épreuve du classique un nouveau champion, c'est-à-dire un champion qui n'avait jamais remporté l'épreuve auparavant, en la personne de Djibril Moussa Fils, qui est par ailleurs vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble. Et nous avons également sur le podium de l'élite Guy-Landry Bondé, qui est une révélation de ces dernières années, mais qui n'avait jusque-là jamais eu l'occasion de figurer sur un podium au championnat national de Scrabble. Donc vous comprenez que ma satisfaction est entière. Et sur un dernier plan, sur le plan des pourcentages, parce que vous savez, quand nous raisonnons au Scrabble, nous parlons de pourcentage par rapport au top, donc par rapport au 100%. Là, nous avons le champion à l'épreuve de l'élite, François-Xavier Adjovi, qui finit à plus de 98,50%. C'est de bon augure pour les prochaines joutes continentales. C'est vrai qu'avec ce pourcentage au championnat d'Afrique,
on n'est pas sûr d'avoir le titre de champion d'Afrique, mais on est au moins sûr d'être sur le podium. Donc, c'est dire que nous avons quelques efforts supplémentaires à fournir pour pouvoir préparer ces championnats d'Afrique qui sont déjà pour avril prochain à Pointe-Noire au Congo. Le Bénin, en 2024, du côté de Bouaké, avait eu la médaille de bronze à l'épreuve de l'internation. Alors, cette année, nous visons l'or parce que, comme vous l'avez vu, nos joueurs sont en forme et nous allons tout faire pour pouvoir ramener cette médaille d'or des championnats d'Afrique. Après donc l'organisation des 25e championnats nationaux de Scrabble, le défi de la Fédération béninoise de la discipline est de ramener justement la médaille d'or, sinon la première place des prochains championnats d'Afrique de la discipline qui auront lieu justement à Pointe-Nord en avril justement. Tanguy, on va s'arrêter ici ce matin. Merci beaucoup Candide pour la présentation de ce bulletin de l'information sportive. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, à demain. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre magazine de ce matin. Je vous propose qu'on découvre un peu, qu'on aille au champ et qu'on découvre un peu comment les paysans se débrouillent pour faire de la production, notamment pour ce qui concerne la canne à sucre. C'est une activité exigeante où nous confie l'homme qui s'est adonné à cet exercice de répondre à nos questions. Et il nous conduit un peu dans la vallée de l'Ouémé et précisément dans la commune d'Adjoum pour découvrir un peu son activité. Nicolas est un jeune entrepreneur agricole, bien connu dans son Adjoum natal. Aujourd'hui, il nous amène découvrir son champ. C'est l'intersaison et les activités sont pour l'instant au ralenti. Mais le jeune entrepreneur tenait à nous y amener pour partager avec nous ses joies et ses peines ces 10 dernières années qui retracent son parcours plutôt atypique. Le chemin qui conduit à la plantation témoigne des efforts quotidiens consentis, des risques réguliers pris par ici et des peines subies aussi. Après 2 kilomètres de marche, sur un sentier aux pentes abruptes et difficiles, la petite expédition débouche sur le champ. C'est un vaste bas-fond de 25 hectares où se produisent aujourd'hui 2 spéculations. Mais il a fallu d'abord engager des travaux d'aménagement. Un premier gros défi face aux jeunes sans moyens alors. C'est un bas-fond où l'eau était là, il y avait la boue. À notre arrivée en 2014, on a tracé un canal d'eau qui conduisait l'eau sur 3000 mètres, ce qui a fait que le sol est devenu un peu solide et nous avions commencé par produire de bananiers plantains et de la canne à sucre. Et quand vous plantez une bouture, vous avez à la sortie, vous avez jusqu'à 7 à 8 pieds qui peuvent sortir. Et ces 8 pieds vont rester pendant 6 mois. Après 6 mois, vous les coupez. C'est comme ça, d'autres aussi vont encore sortir. Et il faut couper pendant au moins 4 fois. D'abord, avant d'enlever la source principale et repiquer une autre structure. Sur un hectare, nous avons 400 pieds de bananiers plantés. Et les 400 pieds, chaque année, ça donne. Puisque la première fois que nous avons planté, 9 mois après, on les a coupés. Quand on a coupé, il y a encore d'autres qui sortent. Et ceux qui sortent, nous essayons de conserver au moins 4 par trou, parce que ça sort jusqu'à
8 jusqu'à 10. Donc c'est de là, on enlève d'autres plants pour vendre ou bien pour et donner à d'autres personnes. Voilà. Et la première plantation, nous avons récolté les 400 régimes. Mais après ça, chaque année, ça augmente. Ça augmente selon le nombre de pieds chaque année. Pour la canne à sucre, c'est la même chose. Parce que quand vous plantez, ça sort. Et quand ça sort, ça peut sortir 4 jusqu'à 8 pieds. Donc quand ça sort jusqu'à 8 pieds pour une bouture, c'est que c'est pour vous les 8 pieds. Et vous les coupez, vous les vendez. Le pied est vendu ici à 100 francs l'unité. Donc sur chaque bouture, vous vendez au moins pour 700 ou 800 francs CFA. La plantation et le suivi, ce sont les deux étapes très importantes. Parce que le suivi, il faut, quand vous plantez, 2 mois après, vous devez venir désherber et enlever à chaque fois que vous voyez que les feuilles sont secs, vous les enlevez. Puisque les feuilles secs, il faut les enlever pour que ça puisse évoluer. Donc, si vous n'enlevez pas les feuilles, là, vous allez utiliser comme vous allez les utiliser comme des boutures à repiquer après. Si on n'enlève pas les feuilles. Mais si vous enlevez les feuilles, ça devient gros et ça prend de la valeur. Il y a des trous dedans. Ici, c'est le canal d'eau qui conduit l'eau. Quand il pleut, quand l'eau de ruissellement descend, ça rentre dans les canaux. Il y a plusieurs canaux ici. Oui, ça gratte. Ça gratte. Vous voyez, ici maintenant, on a déjà enlevé les feuilles. Ici, vous voyez, on enlève les feuilles. Quand on enlève les feuilles, ça devient de plus en plus gros. Ça devient de plus en plus gros. Ici maintenant, on peut couper ça. Voilà. Pour couper, il faut faire en sorte qu'on ne donne pas 2 coups. On coupe là, comme ça. Ici maintenant, vous allez voir, il y a encore d'autres qui peuvent sortir. Ici, regardez ici, ça va sortir. Ici aussi, ça va sortir. Ici, déjà, ça sort déjà. Ça sort déjà. Donc ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4 et ça fait 5. C'est comme ça, ça va sortir. Ça, on peut manger déjà. Ouais, ça va être doux là maintenant. Ça va être doux, oui, c'est déjà bon. C'est déjà prêt pour la vente. Oui, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est déjà prêt pour la vente? Oui, ça fait déjà, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Ici maintenant, on a déjà coupé 1, 2. Ça fait c'est la 3e fois maintenant qu'on veut couper. Ici maintenant, c'est une seule tête qui était plantée, une seule bouture qui était plantée. Mais quand on compte maintenant, c'est plus de 10 que nous avons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tout le travail est donc au début. Préparer le terrain en y investissant à la fois dans sa transformation physique et sa texture, mais aussi dans son conditionnement technique et son enrichissement. Cela a pris à Nicolas plus de 75% de son capital qu'il avait apprêté. Mais l'autre défi reste la main-d'œuvre. Nicolas s'est obligé à collaborer. Ici, j'ai 2 responsables qui suivent
l'activité ici. Mais les ouvriers, c'est des ouvriers occasionnels que nous prenons de temps en temps, selon la demande d'activité. Donc, ici maintenant, ça là, on peut jeter comme on peut encore replanter. On peut encore replanter et ça va donner. Il y a les jeunes mal intentionnés qui essaient de venir peut-être prendre quelques pieds pour manger, ça c'est pardonnable. Mais ceux qui viennent voler en gros, on a pris des dispositions. On a pris des dispositions. Oui, il y a des gardiens physiques comme des gardiens spirituels. Et si tu viens ici, vous pouvez constater, si tu viens ici sans notre avis, quand tu prends, tu seras dedans. C'est le jour où on vient que tu vas quitter. En absence d'eau à une longue durée, ça ne donne pas. Donc, il faut que la zone soit humide. Donc, la plus grande difficulté, c'est comment faire pour retrouver le site approprié. Si vous avez ça, le reste, il faut chercher les boutures, il faut chercher la main-d'œuvre. C'est vrai que la main-d'œuvre, ça devient de plus en plus rare, mais quand même, on essaie de trouver, comme c'est un milieu rural, on essaie quand même de trouver. C'est un investissement très rentable parce que quand vous produisez la première récolte, vous avez au moins 3 à 4 récoltes à faire avant que le taux de sucre qui est dedans, ça diminue. Quand vous voyez que le taux de sucre a complètement diminué, vous allez enlever les premières souches là et vous allez repiquer d'autres boutures. Si vous voulez récolter, c'est à partir de 6h30 à 10h. Si vous dépassez, si le soleil se lève, ça devient très compliqué de marcher dedans, de circuler dedans parce que les feuilles ont des brebis où quand ça touche le corps, ça gratte le corps. Et vous pouvez revenir à 17h30, 18h jusqu'à 19h30, 20h par là. Nicolas veut bien continuer à étendre son champ de canne à sucre. Mais en plus des moyens qui lui font défaut, il faut une main-d'œuvre de confiance. C'est d'ailleurs le plus difficile à trouver ici, selon ses confidences, du haut de sa quinzaine d'années d'expérience, qui lui ont permis d'essayer plusieurs spéculations et activités agricoles. Le piment, la tomate, l'ananas, la pisciculture et bien d'autres. Aujourd'hui, Nicolas veut passer à une autre étape. Je suis en quelque sorte consultant et on organise et comment faire pour amener d'autres personnes à aimer la terre, à investir, à sécuriser leur investissement dans la terre. Donc, c'est un peu ça, ce à quoi je me mets maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des domaines, des vastes domaines, mais qui restent inexploités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres qui n'ont pas de temps. C'est manque de temps. Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas de temps. Il y a d'autres, ils ont les moyens, ils mettent les moyens dans la main des gens qui ne sont pas des professionnels de l'activité et les sous vont en l'air. Donc, d'autres s'énervent, ils abandonnent l'activité. Nous ne pouvons pas évoluer en négligeant ou en abandonnant nos espèces locales. Parce que c'est des espèces qui n'ont pas assez d'exigences, mais qui sont rentables. Et la rentabilité qu'on nous enseigne dans les lycées, dans les universités agricoles,
ce sont les rentabilités des autres espèces. Ce ne sont pas les rentabilités de nos espèces. Et dans les lycées, les universités agricoles, on nous amène à décourager, à nous déconseiller même nos espèces. Nous mettons vraiment l'accent sur la promotion des espèces locales. Ce qui fait qu'on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Parce que si quelqu'un veut se lancer dans la pisciculture, dans la production agricole aujourd'hui, on va même chercher les semences OGM. Donc, alors que nous autres, nous ne sommes pas dans ce schéma. Sur les différents sites d'activité de Nicolas, on ne produit que bio, que cela soit dans la production animale ou végétale. Son choix de ne faire que dans les spéculations locales lui ont valu quelques inimitiés. Mais depuis, l'homme assume ses choix et avance vaille que vaille. J'ai suivi donc le magazine sur Nicolas, un promoteur agricole, passé désormais consultant, qui nous découvrait un peu la culture de la canne à sucre. J'espère que vous en avez tiré quelques éléments d'intérêt. Et comme la transition là est bien présentée, nous voici donc de plein pied dans la rubrique santé avec Esther Tofa. Esther, bonjour. Bonjour, Tanguy. Nous sommes dans le mois de la femme et vous avez justement choisi de nous parler courant tout ce mois de la santé de la femme, priorité pour priorité. Donc, et nous savons que la femme, c'est la beauté. Vous nous proposez donc de parler en ce premier mardi du mois de la femme de certaines astuces pour prendre soin de la peau noire. Et pour ce faire, vous aviez invité sur ce plateau et j'ai pris le soin de l'examiner de près. Madame Apolline Ogorinde, elle est esthéticienne et directrice d'un institut de beauté. Madame Ogorinde, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous voulez parler de peau noire. Vous en avez une bien noire. Oui. Ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. En principe, dans les milieux, comme le vôtre professionnel, on pense souvent à trouver le moyen de s'éclaircir la peau. Oui, parce que beaucoup de femmes pensent que c'est en se dépigmentant qu'elles se trouvent belles, alors que leurs peaux naturelles sont très belles. Généralement, la couleur noire, comme elle n'est pas éclatante, elle n'est pas attirante. Oui, mais beaucoup d'hommes trouvent la couleur noire très attirante. Ah oui? Ah oui, d'autres hommes aiment plutôt les femmes naturellement noires et très propres. Elle est très belle comme ça. Bon, ben, échangez, je vais vous écouter alors. Alors, bonjour, Madame Apolline. Oui, bonjour, comment vous allez? Esther. Alors, nous allons parler, pour commencer, des caractéristiques de cette peau. Cette peau noire qu'on reconnaît surtout à la femme africaine. Quelles sont les caractéristiques de la peau noire? Alors, merci beaucoup. Et les caractéristiques de la peau noire, d'abord, c'est la peau noire a une tellement quantité de mélanine. C'est-à-dire, le mélanine, ce sont les pigments qui protègent la peau. Qui donnent le teint noir. Voilà. Et il y a aussi la protection naturelle que la peau noire a. Et le ralentissement du vieillissement. Ah bon? Oui. Alors, on a souvent décrit la peau noire comme plus sujette à la déshydratation, plus que les peaux bronzées ou les peaux claires. Est-ce que c'est vrai? Oui, souvent la peau noire est souvent déshydratée parce que il y a la surproduction. Vous voyez, la surproduction du pigment. La peau elle est tellement dense. Sa structure est tellement dense. Il y a le collagène, il y a l'épaisseur de la peau noire qui fait que l'hydratation est souvent difficile. Donc, quand c'est comme ça, on a tendance à remarquer que la peau est déshydratée. Alors, parlons de la peau noire. Est-ce que la peau noire a également besoin de protection solaire? Parce que les peaux claires, les peaux bronzées, on leur recommande souvent de passer des crèmes anti-solaires. Est-ce que c'est le cas également avec la peau noire? Puisque c'est déjà noir, est-ce que le soleil doit lui faire encore du mal? Oui. Ah la bon? peau noire a besoin de se protéger contre le rayon soleil. Oui, parce que même si on a déjà une protection naturelle que Dieu nous a donnée, on a quand même besoin, surtout quand tu t'exposes au soleil, on a besoin de se protéger contre le rayon du soleil. Nous qui avons des peaux un peu bronzées, on trouve souvent sous nos visages des acnés, des petits boutons, des taches, mais ce n'est pas vraiment remarqué
et au niveau de la peau noire. Est-ce qu'il y a les personnes de peau noire qui souffrent également d'acné aussi pendant longtemps que ceux qui ont la peau un peu bronzée? Oui, la peau noire souffre de l'acné. La peau noire souffre de l'acné, des imperfections cutanées. La peau noire souffre si tu as une mauvaise hygiène, tu ne t'entretiens pas, ou bien tu fais des allergies, tu peux avoir des irritations sur la peau. Donc la peau noire aussi a des problèmes de peau. Alors nous voyons que vous avez une très belle peau noire. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que vous recommandez pour éviter la déshydratation, les imperfections cutanées, prendre soin de sa peau noire en tant que femme? Qu'est-ce que vous recommandez de façon naturelle? Qu'est-ce que vous pouvez dire? De façon naturelle, je dirais de s'hydrater beaucoup en prenant beaucoup d'eau. Parce que Dieu nous a tellement donné les propriétés déjà naturelles, de prendre beaucoup d'eau et avoir un gel simple, naturel pour se laver le visage et le corps. Le visage et le corps. Et avoir une crème aussi hydratante à base de la vitamine E et porter sa crème solaire. Mais celles qui, du jour au lendemain, disent que, bon, on voit que ce sont les femmes claires qui sont plus sur le marché, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Je décide de... Voilà, elles ont de la côte. Elles décident, malgré qu'elles sont très belles, quand elles sont noires, de se dépigmenter. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je profite de l'occasion parce que moi, je lutte contre la dépigmentation dans notre institut. Et je profite pour dire à toutes ces personnes-là que la dépigmentation peut endommager leur santé. Donc, d'arrêter, d'aimer leur teint naturel. Le teint naturel est très belle. Il suffit juste d'entretenir ça bien ou bien d'aller vers une professionnelle qui peut les recommander des routines skincare. Des routines skincare comme le gommage. Même si tu vois que ta peau noire elle est sale, parce qu'il y a une peau noire sale et une peau noire propre. Si tu remarques que ta peau noire est sale, tu vas vers une professionnelle qui est spécialisée dans le traitement pour te faire un bon gommage et te recommander un bon lait hydratant pour maintenir ton éclat. Donc la dépigmentation, ça endommage la santé, c'est pas bon. Donc il n'est pas question que je vienne vers vous en tant qu'ayant une peau noire pour vous dire, bon, je veux quelque chose qui va m'éclaircir un peu. Vous n'allez pas me conseiller? Il n'y a pas. Vous refusez une cliente comme ça? Je refuse. La première des choses, quand je remarque dans ta mentalité, je dis non, ici on ne fait pas, mais je peux vous recommander des bons laits qui vont ressortir votre éclat naturel sans vous dépigmenter. D'accord. En matière d'alimentation, est-ce qu'il y a des choses à éviter? Comme on nous dit d'éviter les amandes, arachides et consorts. Est-ce que pour les personnes de peau noire, il y a des choses à éviter pour mieux prendre soin de leur peau? Bien sûr, il y a des choses à éviter comme le sucre. Trop de sucre, ça peut donner des irritations, ça peut créer de l'acné, des allergies, voilà, le gras aussi. Donc, il faut éviter le sucre et je vais dire de privilégier les aliments comme les fruits, les légumes, voilà, pour nourrir la peau et ça va donner une hydratation naturelle depuis l'intérieur. Alors, les petits gestes peut-être à faire que vous recommandez le matin quand on se lève, peut-être le soir, des petits gestes comme ça en guise de conseil pour finir cet entretien. Voilà, les petits gestes, c'est d'abord faire du maquillage le matin, de nettoyer bien sa peau pour maintenir l'éclat, porter une crème hydratante. On nettoie avec quoi? Il y a les lotions du démaquillant à la pharmacie. Ça coûte beaucoup, entretenir sa peau, visiblement. C'est pas pour nous les petits pauvres que d'entretenir sa peau. Beaucoup disent que, voilà, que l'entretien de la peau, c'est de l'argent. Mais moi, je pense qu'il est très important d'investir sur sa peau parce que c'est ce qui te représente. Il faut investir sur sa peau et ce qu'on mange aussi. Pas la moitié du salaire en tout cas. Pas la moitié du salaire. Il y a les routines qui ne coûtent pas du tout, qui peut donner... Et qui sont en pharmacie? Qui sont efficaces, oui. Et qui sont en pharmacie? Oui. Moi, je me suis toujours dit qu'il y a des méthodes plus naturelles et moins chères qui pourraient nous aider. Voilà. Le beurre de karité, par exemple. Certains utilisent même l'huile rouge, il paraît bien grasse, voilà, etc. C'est pas mieux ça que d'aller en pharmacie. Le beurre de karité, c'est bon, mais le beurre de karité est tellement gras. Déjà, pour quelqu'un qui a un visage, parce qu'il y a les peaux noires grasses. Donc, si quelqu'un a déjà un visage gras, il va encore ajouter de beurre de karité, ça va encore
rendre plus gras son visage. Donc, il y a déjà les crèmes qui sont faites à base des beurres de karité, là, mais qui est déjà bien travaillé pour apporter juste de l'hydratation, pas excessif à sa peau. Qui ne sont pas chers. L'argile noire. L'argile noire, l'argile verte aussi, pour les masques, pour débarrasser les sébums. Donc quand on se lève le matin, se débarbouiller ne suffit pas seulement. Non. Ah oui. Il faut se démaquiller. Il y a des lotions pas chères avec 2000, 2500, vous pouvez trouver. C'est un budget ça. C'est un vrai budget. C'est un gros budget. Moi j'ai une curiosité avant de vous laisser partir. Certaines par suivisme ou enfin certaines personnes, je veux dire, parce qu'il y a des hommes aussi qui se dépigmentent, par suivisme, par ignorance ou par inculture, se dépigmentent la peau. Et puis on a à la fin, je dois dire, une peau qui est massacrée et qui n'est pas du tout bonne à voir. Est-ce que vous avez des secrets pour rattraper ces peaux, pour les faire revivre? C'est important aujourd'hui parce que c'est un drame qui se joue là. Oui. Je pense que beaucoup sont en train de comprendre déjà que ça nuit à leur santé et c'est pas joli à voir. Donc beaucoup sont en train de laisser, mais ils cherchent maintenant à qui se faire les solutions. Donc, est-ce que vous en avez, vous? Oui, nous avons des solutions. Comment vous faites? La toute première solution, c'est de laisser. Quand tu laisses ta peau rétablir d'abord en quelques mois. Tu te retrouves naturellement. Et nous avons des laits juste pour venir nourrir tout ce que tu avais dépimenté, enlevé, les mélanines, tu avais enlevé. Ces produits les ramènent. Il faut juste être prêt mentalement que voilà, je ne suis plus claire, mais je vais devenir noire. Tu ne vas plus écouter les rumeurs. Ah, pourquoi tu as noirci? Pourquoi tu as noirci? Il suffit juste de les laisser et je suis en train de retrouver mon teint naturel. Donc nous avons des laits et nous les accompagnons aussi dans notre institut pour les aider parce que quand ils commencent quelques jours, ils voient que ce que c'est en train de donner là, ils laissent. Donc nous on est là pour les motiver, dire non, ne laisse pas. Alors on continue le traitement avec eux. Nous avons plusieurs traitements dans notre institut. Il y a des peaux qui sont irrécupérables à la fin. Bon, il y a des peaux qui sont irrécupérables. Quand c'est déjà trop grave, c'est trop tard avant de se rendre compte. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Apolline Ogorité. Je rappelle que vous êtes esthéticienne et directrice d'un institut de beauté à Cotonou, bien sûr. Nous vous contacterons quand besoin sera pour revitaliser nos peaux. M. Tanguy aussi viendra vers vous. Oui, c'est sûr. D'accord. Je vous préviens tout de suite, mon budget n'est pas trop grand. Il n'y a pas de problème. Nous allons voir, je serai un client assez singulier et particulier, avec un budget vraiment révisé à ma hauteur. Chères dames, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire maintenant la pause. Le temps de revenir par ici pour nos débats. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Bodito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est mon bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablavi chanter, quand elle fait de la capella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu ne chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse, et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir.
votre émission ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Voici l'équipe de débat installée pour les discussions de ce mardi matin. Et comme je l'ai annoncé, on va échanger autour donc, de cette annonce du président de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui promettait, en tout cas pour les semaines et les mois à venir, le retour de l'aide de l'État à la presse. Ça fait une dizaine d'années qu'on n'en entend plus vraiment parler. Franck Aoun, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Tanguy. Une bonne promesse, dirait-on, non, Eric? Enfin. Le principe est acquis. Enfin, c'est les propos du président de la HAC. Vous l'avez relevé, ça fait quand même pratiquement 10 ans qu'on nous a sevré de ce financement. Et le résultat, vous le voyez, c'est l'état dans lequel se trouvent les médias privés, que ce soit les radios, les chaînes de télévision et la presse écrite aussi. Donc, je pense que c'est une joie de savoir que du côté de la HAC, on a travaillé à ce que ce financement soit de retour. Si, comme on dit, on ne reconnaît pas que les médias privés ont besoin vraiment d'une aide financière, ce serait un gros mensonge. Nous savons justement à quel point où la publicité n'est pas suffisamment organisée pour permettre aux médias de faire des chiffres d'affaires. Nous ne disposons même pas d'un cadre légal de répartition équitable, n'est-ce pas, pour la gestion de la publicité. C'est un défaut. Nous savons aussi comment nous arrivons à glaner des ressources auprès de quelques partenaires, n'est-ce pas, pour tenir la route. Et donc, il faut même déjà féliciter ces promoteurs de médias qui font l'effort de survivre dans cet environnement hyper compliqué, justement, où nous essayons quand même chaque jour de satisfaire le public en termes d'information. Tout ce que vous voyez comme programme qui est produit à longueur de journée pour les radios, les télévisions et la presse écrite aussi. Et donc, entend dire le président que le principe est acquis et qu'il faut patienter encore quelques jours, quelques semaines et quelques mois. C'est déjà un grand soulagement de savoir que du côté de la HAC, on n'est pas en train de faire que de la répression aux médias, comme on dit, qui n'ont pas d'existence légale. On n'est pas qu'en train de faire seulement de la responsabilité de journalistes seulement une priorité, et qu'à côté aussi, on est en train de travailler, n'est-ce pas, à trouver des fonds de financement pour les médias. Après, je me dis, est-ce que ce n'est peut-être pas par là qu'il fallait commencer la chose? Parce que quand on a pris service et que soi-même on a reconnu qu'aujourd'hui le journaliste n'est pas épanoui, en tout cas le président de la HAC était très sincère en le disant, quand il fait le point à son niveau pour cette coopération que lui-même il a connue. Il donnait l'exemple qu'au moins à leur époque, quand il s'achetait une petite brouette, c'était avec beaucoup de joie, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Est-ce que c'était pas ça le premier chantier par lequel il fallait vraiment commencer? J'ai envie de dire la carotte, avant de lancer les hostilités que nous avions vues ces derniers jours, avant justement de vouloir que aujourd'hui, pour être journaliste,
simplement ça ne suffit pas. Il faut encore du patriotisme avant de nous dire qu'il faut, c'est le plus sur tous les gibiers qu'il faut tirer, et bien d'autres phrases que nous avions entendues du président. Bref, toujours est-il que ça soit, comment on dit, la priorité qui est donnée à assainir le secteur ou le retour de ce financement, il faut se réjouir de ce que on peut espérer d'ici quelques mois le retour de ce financement. Franck. Oui, on n'a pas l'impression que l'annonce ait fait quelques biens ou suscité quelque intérêt des médias. Parce que quand j'ai suivi un peu les médias dans le temps, à part le relais de l'information, personne ne s'est vraiment donné à réfléchir, à parler au sujet justement de cette annonce-là. On a l'impression que c'est l'indifférence ou peut-être le scepticisme. Parce qu'on a attendu longtemps pour revenir sur ce sujet. Vous l'avez dit, il y a une dizaine d'années qu'on n'a plus vraiment parlé on n'a pas entendu parler de cette aide à la presse privée. Et vous devez savoir que c'était un élément important qui était intégré au fonctionnement et, disons, à la gestion des entreprises de presse privée. Parce que quand on se lève le 1er janvier ou avant même le 1er janvier de chaque année, on fait son budget et on intégrait cela à son budget pour dire, lorsque nous aurons notre cagnotte, si c'est 500 millions, je dis n'importe quoi, nous allons faire ci, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Mais du jour au lendemain, cela a disparu. Et donc, les gens ont commencé par s'accommoder à la galère. À la galère, voilà, à s'accommoder à la galère. Et Dieu seul sait combien on a galéré. Ces patrons de presse qui comptaient beaucoup sur cette aide-là pour résoudre beaucoup de problèmes dans leur entreprise. Et donc, lorsqu'on en parle, on veut voir, nous sommes devenus parfois des saint Thomas. On veut voir la concrétisation, parce qu'il a dit le principe est acquis. Quand le principe est acquis, cela ne veut pas dire forcément que c'est déjà là. Nous, on veut vraiment voir que le principe est acquis et que les fonds sont là pour croire que le président de la RAC a fait véritablement des efforts pour permettre au gouvernement de mettre ce fonds-là à notre disposition. Vous savez que pour décaisser l'argent de l'État, c'est beaucoup de procédures. Le principe est acquis, c'est vrai, les procédures seront enclenchées. Peut-être que ce dont nous parlons, c'est en 2026 que cela va prendre effet. On ne sait pas. Le principe est acquis, c'est assez vague. Et donc, ne demandez pas aux médias de se jeter sur le sujet alors qu'ils n'ont pas encore véritablement... Oui, mais il faut un moyen de pression aussi. Quand quelqu'un me fait une promesse que je ne manifeste pas mon intérêt et ma joie de voir ou d'entendre cette promesse, c'est comme si on m'a rien dit. Sauf que cette indifférence est très justifiée. Ah, vous oui? savez, vous l'avez relevé, ça fait une dizaine, pratiquement 10 ans qu'on n'a pas eu ce financement. Donc les médias se sont accommodés, se sont habitués, n'est-ce pas, à faire vivre leur entreprise de presse sans cette aide, sans ce financement. Et donc, quand bien même on annonce de bonne foi le retour de ce financement, n'attendez pas tout de suite que dans le rang des promoteurs que cela soit applaudi, parce que, bon, ok, d'accord, attendons de voir justement la suite, parce que nous avons essayé quand même de faire tourner la maison sans l'aide juste là, et nous avons certes des difficultés, mais nous ne sommes pas tombés, en tout cas pour les médias qui sont restés encore debout, parce que au passage, il y a d'autres que nous avions perdus sur le trajet pour bien d'autres raisons. Et donc, c'est comme l'enfant qui attend une aide de son papa et l'aide n'est jamais venue, et l'enfant a grandi, il est devenu très mature, et donc quand bien même l'aide finit par arriver, bon, c'est comme si rien n'a été véritablement fait. Et c'est dans cela qu'il faut faire en sorte qu'au-delà de l'annonce, au-delà du fait que ce financement soit effectif, il faut que la cagnotte soit vraiment salée. Salé de chez salé, vous fait vraiment dire aux promoteurs, waouh, un truc comme ça. Parce que si on est resté dans ce déficit de financement sur plusieurs années et qu'on nous renvoie encore un chiffre que vous et moi avions connaissance par le passé et qui était plus bas même que le mot insignifiant, bon, écoutez, les promoteurs risquent de se dire mais vous vous foutez un peu de notre gueule, parce que ça fait même pas du tout comment on dit le budget de fonctionnement peut-être d'une masse salariale. Donc
il faut vraiment faire en sorte que, de la même façon où nous voyons la HAC à cheval sur des questions de professionnalisme, sur des questions de respect de la déontologie, sur des questions de réglementation des médias qui n'ont pas d'existence, avec tout le discours qui entoure cette action. Si sur ce chantier, on ne nous bluffe pas, si sur ce chantier, non pas bluffer, c'est-à-dire on ne nous met pas plein dans les yeux, oui, bluffer, beaucoup d'éclats, c'est que, bon, pour moi, ça va être un peu difficile à justifier toutes ces actions que nous avons vues juste là, parce que on veut placer l'église au cœur du village. Donc il faut vraiment que le montant qui va être sur l'échiquier soit quand même quelque chose de consistant. On verra bien tout à l'heure. Mais alors... Non, mais je ne sais pas. Dire... On a parlé d'aide, je ne sais pas. Si Eric s'attend à ce que, par exemple, si votre budget fait 50 francs, que la RAC puisse vous donner une aide qui va au-delà de 25 francs, ça veut dire que vous êtes en train de vous... Nous sommes dans un état d'asphyxie. Le média est malade. Nous sommes dans la salle d'hospitalisation la plus critique. Si une aide doit venir et que cette aide ne remet pas les médias debout, autant même ne pas parler d'aide. Si vous allez à l'hôpital, vous avez d'avoir un peu de moyens. On a un peu de moyens. Oui. Maintenant, on se dit, notre opération, est-ce que vraiment, celui qui veut nous aider, est-ce qu'il ne peut pas vraiment mettre dedans pour que l'opération soit réussie? C'est ça le problème. Oui. Est-ce que, vous avez dit, est-ce que, donc lui, il peut répondre et dire, mais voilà, jusqu'au niveau où je peux vous aider. Et donc, on doit espérer que ça soit consistant, mais ne pas espérer que, tel que Eric le dit, que ce soit vraiment une bagatelle ou lorsqu'on va déposer dans pourquoi la... Pourquoi ne pas penser au milliard, par exemple? Et même là, aujourd'hui, vous voyez que le contexte a changé. Nous étions un certain nombre, on pouvait se compter du bout des doigts. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont signé des conventions. C'est pourquoi il faut parler du milliard. Avec la RAC, et qui vont être ajoutés à la liste. Je me demande comment est-ce que ça va se passer. Et donc, l'État avait la possibilité de donner peut-être gros, parce qu'avant on était un certain nombre. Aujourd'hui, le nombre a triplé, peut-être quadruplé. Hier, on était autour de 350 millions. 350 millions. Aujourd'hui, même si on le porte à, je ne sais pas, même si on le porte à 1 milliard, vous voyez tout le nombre de médias que nous avons aujourd'hui, parce que les médias en ligne également seront considérés comme... Il n'y a que, en fonction de l'enjeu, même ce calcul de chiffres, en réalité, enfin, c'est pas pour... j'ai pas envie de dire, c'est pas qu'on ne nous accorde pas d'importance, mais écoutez, il y a du financement pour les partis politiques. C'est de l'argent public. On a estimé que dans une réforme de système partisan, il faut faire en sorte que les partis politiques aient des moyens de mener l'action politique. Et voilà, on a réfléchi, on a trouvé quelque chose quand même, voilà, de bien qu'on a trouvé pour les partis politiques. Ah donc, ils se sont partagés quoi? Le milliard? C'est pas pour des médias. La dernière distribution ou partage, en tout cas, c'est 3 milliards, non? C'est pas petit quand même. C'est pas petit. Ben voilà, pour 3 partis. C'est pas petit. C'est pas pour des médias. C'est une subvention. C'est pas pour des médias dans un contexte où on veut que le média soit professionnel. On veut que le média lutte contre la désinformation. On veut tant de choses. Hier, nous avons évoqué tous les devoirs, tout ce qu'on attend d'un journaliste et par ricochet de l'ensemble de la corporation. C'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup de moyens. Et donc, on ne peut pas être en train de faire de la répression aussi en même temps derrière chaque journaliste, chaque média, tel que nous le voyons au quotidien avec les médias en ligne, avec les communiqués par-ci, avec le langage du président qui est dur et fort. Et nous sortit quand même quelque chose qui ne va pas être à la hauteur de ce que nous espérons. Parce qu'en même temps, de notre côté, on peut commencer par noter cette mandature à partir de cette action. Parce que quand on a un discours pratiquement militaire sur comment il faut travailler, sur le respect des règles, et que dans la recherche de financement, on ne met pas une grosse cagnotte pour accompagner cette dynamique, pour moi, c'est comme si, voilà quoi, on est en train de vouloir d'une chose de son contraire. Et ça peut être en même temps aussi, du côté des promoteurs, une action qui soit peut-être pas bien vue. Parce que
tout se repose sur les promoteurs. Quand vous voulez un journaliste responsable, vous demandez en même temps à un promoteur d'avoir aussi un regard sur son traitement, sur sa façon les conditions de travail et tout. Tout ça participe à la qualité de l'information que nous devons servir au public. C'est l'un des objectifs de cette aide à la presse privée, la soutenir, disons, la liberté de presse. Et lorsque vous voulez soutenir la liberté de presse, n'allez pas mettre dans la cagnotte un montant qui va dépasser même tout ce que réunit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en savez, Franck? Tous les bâtiments, les médias, ils ont tout ce qu'ils ont et qui constitue l'entreprise, que cela dépasse tout cela. Parce qu'on va vous donner par la main droite et on va vouloir reprendre par la main gauche. Lorsque cette aide-là va tomber, le pouvoir public, sans rien dire, vous met peut-être à l'épreuve. Dans la gestion, dans la façon dont vous obtenez votre liberté, dans la façon dont vous traitez. Parce que si vous allez voir que on vous accorde une aide, on dit mais je l'aide quand même à faire ça. Et chaque fois vous êtes sur votre ligne éditoriale par exemple, vous critiquez, vous faites, vous relevez les failles, ce qui ne plaît pas toujours au pouvoir public. C'est dans tous les pays. Et donc, il va se poser un problème à ce niveau. Mais pour le développement du secteur, je suis d'accord qu'il faut miser gros parce que ça va permettre aux entreprises de presse d'acquérir du matériel, de former peut-être le personnel, de revoir un peu leur traitement salarial si cela peut vraiment se faire. Parce qu'on sait également que cette aide-là, dès que ça tombe, il y a des patrons de presse qui mettent ça dans Justement, la poche. j'allais demander, est-ce que vous pensez véritablement que cette aide avait vraiment aidé la presse par le passé? Quand on voit un peu les critères suivant lesquels on faisait un peu la redistribution, etc. Et surtout, est-ce que ça a véritablement changé par le passé les conditions de travail des journalistes? C'était une bouffée d'oxygène pour les entreprises de presse à l'époque. Parce que oui, c'était une bouffée d'oxygène. Ça leur permettrait d'avoir quand même quelque chose là et de savoir que dès que nous avons peut-être une prise qui est, disons, qui a sauté quelque part, lorsque nous avons un micro qui ne répond plus, on a la possibilité d'acquérir du matériel ou même lorsque nous n'avons plus de papier pour tirer les numéros de nos parutions, eh bien, on a de l'argent quelque part pour... Donc, c'était véritablement... Ça a beaucoup aidé. Mais au fil des années, lorsque ça a commencé par disparaître, vous avez vu ceux qui véritablement calquaient leurs dépenses de l'année sur cette aide-là. Ça a été vraiment très difficile à gérer. Et donc, je pense que si ça revient, ça va encore donner, disons, un souffle à ces entreprises de presse qui vont pouvoir compter une fois de plus là-dessus pour régler des problèmes. Parce que les problèmes, il y en a véritablement dans les maisons de presse. Vous savez qu'il y a des maisons de presse où le journaliste qu'on engage, on lui dit de compter beaucoup plus sur les perdièmes que ce que lui donne la maison comme émolument. Oui. Oui, on dit, ben, tu auras beaucoup de reportages. Et donc, quand tu fais le point, toi-même, tu te dis 5 000 par ici, 10 000 par là. Au bout de la semaine, eh bien, tu te retrouves à 45, 50 000. On se dit, bon, le compte n'est pas si mauvais que ça. Et donc, même quand ce que doit te payer ton patron ne vient pas. On va vivre au rythme de l'aléatoire et de la malheureusement, c'est ça. Et il faut avoir le courage de le dire. Ça existe dans certains. Encore que sous Talon, sous Patrice Talon, depuis 2016, les reportages officiels où on pouvait avoir les 5 000, 10 000 ont carrément diminué. Les messes qui nous permettaient hier, les messes de remerciements et autres réunions hier qui nous permettaient d'avoir 5 000 aussi ont disparu. Il paraît que c'est de la propagande et de la personnalisation du pouvoir d'État. Tout cela a rendu notre galère plus aigu, Eric. En tout cas, ça crée un manque à gagner pour certains. Donc, je pense que par le passé, c'était une affaire de patron de presse à qui cela profitait le plus, cette aide-là. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme à l'interne qui vérifie comment, une fois, quand l'aide... Vous n'avez pas demandé à votre patron, bon, ok, l'aide que vous aviez prise là-bas, pour nous, là, c'est où, là? J'espère que votre contrat pourra continuer un mois après. Vous avez l'information, mais comment ça se gère, ça n'est pas du tout votre... Vraiment, on a l'information et puis... Ça, c'est intéressant. C'est pas sérieux. Je peux parler, non? Oui, allez-y, mais moi, je ne vous empêche pas de parler. Arrêtez de rire. Vous-même qui riez, sinon...
Donc le plus important pour nous, c'était juste d'avoir l'information que à telle date, voilà, ça a été fait. Votre organe de presse a pris ceci. Oui, donc après, je pense que le reste, c'est le management de chaque promoteur et son intime conviction. Donc je pense que dans ce format qu'on est en train de nous proposer, il y a forcément des critères qui vont forcément rendre des médias éligibles à ce financement. Et peut-être que la HAC peut davantage échanger avec ses partenaires pour que ce financement, peut-être qu'il y a un canevas de formation, de renforcement de capacité. Mais alors, et ça c'est la une deuxième... Une fois, quand ça va tomber dans les mains des promoteurs, que cela soit véritablement efficace pour la vie du média. Deuxième axe de notre discussion, comment on s'en sort alors si une aide arrive c'est vrai qu'hier, au prorata peut-être de la qualité de la position en matière, donc, suivant ces critères, les médias avaient accès. Mais de plus en plus, les gens ont commencé à contester un peu ces critères-là parce que ça ne permettait pas à tout le monde quand même d'accéder à l'aide. Mais alors, comment on fait? Donc, c'est déjà en cela que, entre médias, il faut savoir que nous travaillons dans un environnement donné qui a des règles et des principes. Donc, si la HAC fixe ses règles, fixe ses critères, il nous revient de les respecter. Déjà, vous ne pouvez pas souscrire à ce financement si vous n'existez pas de façon légale. Et c'est en cela que les médias doivent savoir que quand la HAC insiste sur ce processus de formalisation afin d'être légal vis-à-vis des tests, ce n'est pas anodin. Il faut peut-être aller voir ce qui est derrière, parce que quand on va commencer par distribuer ce financement et que des médias qui vont peut-être estimer qu'ils existent depuis je ne sais combien d'années mais qui n'ont pas d'existence légale, ils verront sans doute qu'il y a une forme d'injustice. Or, la réalité est forcément là. Donc, c'est clair qu'il y aura des critères que la HAC va fixer, et cela fera donc la démarcation entre les médias qui vont véritablement bénéficier de ce financement et ceux qui ne pourront pas. Ce dont j'ai pas du tout de crainte et que Franck a relevé, c'est pas parce que je suis un média et que j'ai une ligne éditoriale qui n'est pas dans le sens d'encenser les actions du gouvernement que je ne suis pas éligible à ce financement. C'est un financement pour des médias privés. Que ça ne devrait pas poser de problème en tant que tel. Que la une de votre quotidien critique Patrice Talon du matin au soir de façon professionnelle, j'insiste là-dessus, cela ne fait pas de vous un média qui ne doit pas avoir accès à ce financement. Voilà. Donc je pense que les tests sont sans doute prévus cela, et ils vont quand même essayer, puisque dans les propos du président, c'est qu'ils feront l'effort pour que ça touche le plus grand nombre de médias. Surtout que c'est pour un financement qui relance, qui est de retour. Il ne faut pas en faire vraiment un truc d'exclusion. Il faut vraiment en sorte que chacun puisse trouver ce compte, peut-être quitte après à resserrer davantage les rangs, de sorte à davantage voir les médias qui vont le plus en bénéficier. Non, moi, je veux d'abord savoir quelle sera la nature de cette aide-là qu'on va nous apporter. Elle sera financière. Non, financière, d'accord. Est-ce que c'est un fonds tel qu'on l'a connu, qui sera géré par, disons, qu'on a à la disposition de la RAC, qui va distribuer aux médias, ou bien ça va être plutôt des aides indirectes, par exemple, où l'État va faire disons, on va revoir les mesures fiscales pour les entreprises de presse, ou bien un allègement. Quel est le choix qui aurait été le mieux selon vous? Non, c'est le fond. On vous dira, tous les patrons de presse vous diront, nous voulons avoir... c'est ça qui les arrange. Qui les arrange. Alors que, de l'autre côté, si on misait peut-être sur 50-50, on vous donne un peu d'argent et on allège un peu les mesures fiscales, ça peut égaler. Parce qu'il y a des entreprises de presse qui ploient sous le poids du non-paiement des tasses, ainsi de suite, la CNSS, les impôts et tout ça. Il y en a même qui n'ont pas l'électricité par endroit parce qu'ils n'ont pas payé les tasses. Donc, ils vous diront, nous voulons de l'argent, mais nous voulons également Donc, il reviendra à la RAC d'arbitrer pour demander, pour trouver le juste milieu de tout cela. Donc, tant qu'on n'a pas cette précision-là, je pense que on ne peut pas véritablement faire de très bonnes analyses, parce que le défi, c'est comment également ces fonds-là sont gérés.
on peut mettre à côté de cette envie d'aider la presse des mesures pour les amener à bien gérer, donner la preuve que les fonds sont allés, par exemple, à l'acquisition d'équipements, à la formation des journalistes et à la transformation de leurs conditions de travail et de vie. Et vous savez, quand vous parlez des partis politiques, c'est bien beau de citer cet exemple, mais eux, ils rendent compte, je crois, je ne sais pas si c'est à la Cour des comptes. Non, ça ne nous dérange pas, ce sera même très bien. Ce sera même très bien de nous mettre de l'argent et de financement public. Donc voilà, on doit pouvoir dresser un bilan en fin d'une année pour nous dire voilà ce que nous avons fait et donner la preuve de vraiment ce qu'on a fait de cet argent-là. Je pense que si on met ces mesures en place, on les élabore très bien, ça va permettre au patron de presse de savoir qu'il y a quelque chose là qui vous suit et qui doit vous amener à utiliser les fonds à bon escient. À bon escient, c'est véritablement changer les conditions de travail de ces journalistes qu'ils emploient dans leur entreprise. C'est très important. Mais attendons de voir et aussi que ça vienne vite. C'est l'autre défi que moi je voudrais demander au conseiller de la RAC, au président de la RAC de relever. Le principe est acquis, c'est bon. Le français il est clair. Oui, mais le principe est acquis, mais il faut plutôt parler à Wadaï. Il me semble que il n'y a que lui qui puisse vraiment. Non, au cours de leur session, je crois qu'il dure 3 mois ou je ne sais quoi, il va falloir que ce dossier-là soit un dossier prioritaire, qu'on vide le dossier, parce qu'après ça, c'est beaucoup de procédures. Certains sont inquiets parce que quand on voit un peu le budget de l'État pour l'exercice 2025, on n'a nulle part, en tout cas au niveau donc du ministère en charge de l'économie du numérique, nulle part une trace où c'est prévu que les médias auront une aide. Et dans ce cas précisément, je dois dire, les promesses d'Edouard Loko sonnent comme, je dois dire, une façon peut-être de nous faire patienter. C'est pourquoi je dis ça peut être en 2026 et mieux c'est que bon, on peut faire des réajustements du budget à l'Assemblée nationale si cela est nécessaire. Rien que pour la presse. On peut demander et ajouter d'autres dossiers qui vont venir. Sinon, c'est bien sûr, l'État va trouver les moyens. C'est très... Enfin, c'est assez important pour cette mandature de vider ce dossier. Parce que quand vous voyez à chaque décision de la HAC tout ce qu'il y a comme grogne autour, comme polémique autour, et que ce financement ne peut pas venir peut-être dans les délais qu'on souhaite, cela peut ralentir l'action d'Edouard Loko. Et je pense qu'il a sans doute partagé cela avec peut-être des gens plus haut placés. Vous m'avez confié une mission, ben écoutez, si je continue comme ça, nous irons de polémique en polémique. Voilà. C'est bon de mettre un peu la pression, c'est bon d'essayer de faire un peu de la répression pour nettoyer un peu la maison. Mais si de l'autre côté, cela n'est pas accompagné par des mesures de joie, cela risque d'être un problème. Et je ne peux peut-être pas avoir les résultats que vous attendez de moi. Et donc, peut-être ce financement qui n'existe pas dans la ligne budgétaire, c'est et Edouard Loko pour trouver la formule avec ses partenaires pour que ce financement soit trouvé, de sorte à équilibrer son action. Tantôt la répression, mais aussi ce financement qui peut aider ces médias. Après, je pense qu'aussi que ça va se décider en fonction de la taille de chaque média, en fonction du nombre de personnel aussi, pour que... Le nombre de personnel déclaré. Voilà, pour que la répartition... Enfin, c'est clair que ça ne peut pas être la même chose, c'est-à-dire un média que Franck dispose ne peut pas prendre le même montant qu'un média que Tanguy dispose. Si Tanguy a peut-être 100 employés qu'il gère et que Franck en a 10, ça n'est pas la même chose. Donc, ça peut aussi, en termes de modalité, se décider à ce niveau en fonction de la taille des médias, que ce soit la presse écrite, la radio, les télévisions ou les médias en ligne. Allez, je pense aussi que si Edouard Loko n'a pas pris la bénédiction de Talon, il ne viendra pas s'engager sur un tel chantier. Donc, on peut espérer que, comme Patrice Talon, bien d'autres entités de l'État lui demandent d'aider, de faire ci, de faire ça, de peser de son poids pour qu'au niveau de Wadaï, que les choses ne traînent pas.
Est-ce qu'il n'est pas temps pour les médias béninois aussi de penser à un autre modèle économique plutôt que, je dois dire, l'environnement dans lequel nous sommes, où chacun vient en créant son petit organe de presse, veut se la jouer les patrons de presse, et puis doit surfer sur les entrées politiques, surfer sur les petits contrats, je dois dire, individuels et même insignifiants avec les institutions de la République. Ça ne marchera pas et ça ne marchera plus. Oui, vous avez raison. Et ces dernières années prouve à suffisance que si on compte sur tout ce que vous avez cité là, on ne peut pas faire tourner son entreprise de presse. Il faut réfléchir autrement. Je ne sais pas comment ça se passe trop. Eric me citait l'exemple de la Chine où véritablement l'entreprise de presse adjoint d'autres activités pour faire du profit, ce qui permet de financer les activités purement qui relèvent de la presse. Je pense qu'il faut y arriver parce que la plupart des promoteurs de presse, soit c'est parfois des opérateurs économiques, c'est des hommes politiques. Et donc, eux, ils ont besoin d'argent pour faire tourner leur affaire et pour faire de la politique, ainsi de suite. Et je pense qu'il faut leur apprendre à séparer. Quand vous créez l'entreprise, avoir une vision vraiment futuriste des choses, comment nous allons faire diversifier peut-être les activités que nous menons. Vous avez peut-être un département qui s'occupe uniquement de la presse, vous avez un département qui crée par exemple, je ne sais pas, qui est dans le transport, qui est ici. Et donc lorsque vous sentez le besoin de financement au niveau de l'organe de presse purement, vous faites appel aux autres, ainsi de suite, pour éviter de dépendre forcément de ces pouvoirs publics-là et surtout d'attendre une aide pour faire fonctionner votre entreprise. C'est une question qu'on peut mettre sur la table, dont on peut discuter. Et même l'État peut aider, je pense, peut aider les entreprises de presse à s'inscrire dans cette vision-là pour que au bout de 10 ans, 20 ans, que nous ayons des entreprises de presse vraiment solides qui ne dépendent plus forcément d'un promoteur qui peut du jour au lendemain venir racler peut-être tout ce qu'il y a dans la caisse parce que lui-là a besoin de gérer tel ou tel problème et on peut fermer à votre sort, on peut fermer l'entreprise. Lui, ça ne lui pose aucun problème puisque c'est lui qui a pris son argent, qu'il a créé, qui vous a recruté. Je pense qu'il faut réfléchir dans ce sens, ce ne serait pas du tout mauvais. Eric. Vous savez, cela fait plusieurs années que nous évoquons cette problématique de repenser notre modèle économique. Mais je pense que nous n'avons pas évolué et la question n'est même pas abordée de façon très sérieuse. C'est à croire qu'en réalité, même l'environnement dans lequel nous sommes arrange des acteurs et que c'est bon quand ça se passe comme ça. Vous savez, ça passe de tout contrôle, voilà. Et puis voilà. Et donc, peut-être que à ce niveau de prise de décision, la question n'est pas encore ressentie suffisamment. Vous savez, nous pensons à ce modèle économique parce que nous estimons que cela peut davantage sécuriser les emplois. Cela peut davantage faire en sorte que le métier soit plus épanoui, voyez-vous. Donc, ce n'est peut-être pas forcément le cas à un autre niveau de décision où ces acteurs estiment que tel que ça évolue, où on contrôle, voilà, ça nous permet de garder toujours la ligne. Parce que si nous allons vers vraiment ce nouveau modèle économique, certains acteurs risquent peut-être de perdre un peu de leur pouvoir, risquent peut-être de perdre un peu de leur capacité à contrôler, à maintenir les médias tels que nous existons aujourd'hui, et notamment les politiques. C'est peut-être pas dans leur intérêt. On va peut-être continuer par pousser la brouette et voir jusqu'à ce jour peut-être tous les acteurs, que ce soit les promoteurs, les journalistes, les fêtières, ensemble, on va se rendre à l'évidence quand même, bon voilà, il faut y aller vers ce nouveau modèle économique qui puisse permettre aux entreprises d'être de plus en plus durables et efficaces. C'est important, surtout qu'on a besoin de médias assez forts pour tenir debout la démocratie. Généralement, on en parle très peu, mais si la démocratie survit, au-delà de tout, c'est grâce surtout au professionnalisme des médias, à leur capacité justement à faire face aux exigences liées à la démocratie. Bon, parfois on arrive à jongler, parfois... C'est ce qu'on fait le plus d'ailleurs, le jonglage. C'est tant mieux. Allez les gars, merci beaucoup pour ce moment de discussion. Il est déjà pratiquement... Comment? La revue? Oui, on va sur la revue de presse avec
Hugues Véingbe. Et demain, nous, on va se revoir par ici. Mesdames et messieurs, passez une très bonne journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Fraternité souligne que les récentes déclarations du parti d'opposition Les Démocrates sur une supposée menace pesant sur l'ancien président Boni Yayi continuent de susciter des vagues. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole Wilfried Ngbeji, rejette fermement ces allégations et dénonce une stratégie de manipulation politique. Lors d'un point de presse tenu le vendredi 28 février 2025, Wilfried Ngbeji a qualifié ces accusations de tentatives de déstabilisation visant à ternir l'image du gouvernement. Selon lui, l'opposition cherche avant tout à capter l'attention médiatique faute d'arguments concrets contre la gestion du pays. Dans un pays où il n'est pas possible d'accuser le gouvernement de paresse ou de mauvaise qualité d'infrastructure, il reste à l'opposition la manipulation pour exister, a-t-il déclaré. Dans le domaine économique, la nation indique que Moody's Investors Service a récemment annoncé la confirmation de la note de crédit à long terme en monnaie locale et étrangère du Bénin, fixée à B1, tout en changeant la perspective de stable à positive. Cette révision, publiée le 27 février 2025, traduit une évaluation optimiste de la trajectoire économique du pays, renforcée par des avancées notables dans plusieurs domaines clés. La révision de la perspective de stable à positive reflète l'amélioration continue des forces économiques, fiscales et institutionnelles du Bénin, bien que l'économie reste vulnérable aux risques géopolitiques, notamment ceux liés à la région du Sahel. Des efforts soutenus ont permis d'afficher des résultats impressionnants tels que la diversification accumulée de l'économie et une forte croissance du produit intérieur brut. Fraternité s'intéresse au tourisme et écrit que le tourisme, pour dynamiser son économie, c'est le pari ambitieux du gouvernement. Le Bénin ambitionne en effet de porter la contribution du tourisme à son PIB de 6% actuellement à 13,4% d'ici 2030. Pour y parvenir, les autorités béninoises entendent attirer plus de 2 millions de visiteurs par an. À cet effet, elles ont engagé près de 2 milliards de francs CFA dans des projets structurants. Et ces investissements visent à moderniser les infrastructures hôtelières, muséales et patrimoniales afin de hisser le pays au rang des destinations phares du continent. Déjà, le Bénin récolte les fruits de sa politique volontariste. Le pays figure parmi les 25 meilleures destinations à visiter en 2025 selon le média américain AFAR, un classement qui témoigne de son attractivité croissante sur la scène internationale. À propos des logements sociaux de Ouedo, Zulkifle Salami, chargé de mission du chef de l'État, souligne dans les colonnes de la Nation que nous sommes en face d'un projet emblématique. Cette cité de Ouedo, ses villas, ses appartements sont tout simplement l'apothéose et la consécration d'un certain nombre de facteurs au nombre desquels nous avons la vision d'un homme. Je vais donc commencer par exprimer ma profonde reconnaissance, ma gratitude la plus respectueuse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, a-t-il souligné. Ce projet, c'est la matérialisation de ses ambitions et de ses certitudes les plus fortes. Il a annoncé dans le programme d'action du gouvernement, mais le tout n'est pas d'annoncer, il faut réaliser. Réaliser, ça commence par la conception. Ce que nous voyons n'est pas le fruit du hasard, c'est la touche et l'excellence même qui caractérisent les actions du chef de l'État. Dans la suite, le pays émergent pointe ce matin qu'à son cabinet au palais des gouverneurs à Porto Novo, le lundi 3, le président Louis Vlavonou a reçu Conrad Gbagidi, nouveau président du Conseil économique et social, 7e mandature. Les deux personnalités ont échangé pour asseoir une bonne fluidité dans les relations entre les deux institutions afin que la nouvelle mandature du CES installée le 24 février 2025 et dont Conrad Gbagidi tient les rênes depuis le 26 février dernier réussisse sa mission. Déjà, les premiers pas sont posés dans ce sens, a rassuré l'hôte du président,
de l'institution parlementaire à la presse parlementaire. Et de son côté, le journal Le Rénovateur écrit ce jour que les 2 prochaines années seront très animées sur le plan socio-économique par la jeunesse du Rassemblement national des jeunes pour la patrie en Assemblée générale constitutive. Le dimanche 2 mars, le jeune activiste Maouyon Kakbo est porté à la tête d'un bureau exécutif de 11 membres, une élection qui présage des heures de gloire à l'association quand on connaît le dynamisme des nouveaux élus. À en croire le journal, le RNJP est une organisation de type association qui accentuera ses activités suivant sa trilogie réflexion, action, engagement, précise le journal. Et puis Fraternité relate à ce jour que dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mars 2025, l'essence de contrebande, communément appelée essence Payor, a encore fait des dégâts. Ceci suite à la collision de 2 camions transportant des bidons d'essence. L'accident a causé 6 morts, dont 2 personnes calcinées sur le champ et 4 autres décédées à l'hôpital suite à leur brûlure. 3 camions calcinés avec leurs marchandises et une route en partie dégradée. Pour maîtriser l'incendie, il aura fallu l'intervention du groupe des sapeurs-pompiers avec leurs camions-citernes. Le ministre conseiller aux infrastructures, Jacques Ayadji, a effectué le déplacement de Poubet pour aller constater les dégâts. C'était la revue de presse quotidienne. Merci de l'avoir suivi.